Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'info en question. Nous en sommes déjà à l'émission numéro 6, à paraître le 16 juillet 2020 et je suis vraiment très heureux de vous retrouver en compagnie d'une invitée qui est Anne-Victoria Farge-Palais et en compagnie évidemment de mes camarades, de mes complices Chloé Framery, que je salue, Sophie Meulemans et Tal Schaller. Donc aujourd'hui, ce sera une émission qui sera tournée essentiellement vers les questions que vous nous avez posées depuis quelques semaines parce que nous avons remarqué que vous êtes extrêmement nombreux à nous demander, oui, ok, on a eu l'information, on sait qu'il y a de la manipulation au niveau des chiffres, on sait qu'il y a une arnaque qui est en train de se préparer, etc. Mais maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour faire respecter nos droits et nos libertés? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour refuser le port du masque, refuser éventuellement la vaccination qui s'en vient, etc., etc. Et donc, ça va vraiment être toute la problématique et toute la thématique de cette émission d'aujourd'hui, c'est de répondre à toutes ces questions que vous nous avez posées sous les vidéos dans les dernières semaines. Et donc, nous serons 4 à être vos porte-paroles à l'égard de Anne-Victoria. Alors, si Anne-Victoria est avec nous ce soir, c'est grâce à l'initiative de Sophie Meulemans qui nous a proposé que nous l'invitions. Alors moi, je dois avouer que je n'avais jamais entendu parler de Anne-Victoria Farge-Palais, mais Sophie, si tu pouvais nous dire en quelques mots la raison pour laquelle tu nous as fait cette proposition et pourquoi tu trouvais intéressant d'inviter Anne-Victoria dans le cadre de l'émission L'Info en question. Oui, alors en fait, c'est une de mes connaissances qui m'a envoyé par mail une des émissions, une des interviews qu'avait donnée Anne-Victoria sur le thème de la 5G. J'ai vraiment accroché, j'ai beaucoup apprécié cette vidéo qui était vraiment très claire, très inspirante, avec une vision vraiment globale et qui rejoint nos préoccupations à nous, initiatives citoyennes, c'est-à-dire vraiment l'importance de la liberté, du choix de l'information, du droit à la santé, d'une vision vraiment globale des choses. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris contact assez rapidement avec Anne-Victoria parce qu'effectivement, tout ce qui est liberté, droit au consentement libre et éclairé, ce sont nos chevaux de bataille depuis des années. Et donc, j'ai aussi beaucoup apprécié l'aspect double casquette d'Anne-Victoria, qui est à la fois avocate et naturopathe. Elle nous en parlera. Je pense que ça donne vraiment une vision très intéressante sur les problématiques que nous vivons à l'heure actuelle. Eh bien, parce qu'il y a une demande croissante de la part de la population de moyens de plus en plus naturels, moins invasifs, d'être mieux pris en compte dans la relation de soins. Donc, c'est toutes des choses qui sont vraiment mises en avant dans le domaine des médecines naturelles et également une demande par rapport à nos droits. Et là, je pense que quelqu'un qui est juriste, avocate, a des compétences tout à fait indiquées pour nous répondre à l'heure actuelle, comme tu le disais. Très bien. Eh bien, alors, je vais donner directement la parole à Anne-Victoria. Et donc, la manière dont cette émission va se structurer, c'est que dans un premier temps, Anne-Victoria va se présenter rapidement et puis elle nous a préparé un avocat, j'allais dire. Elle nous a préparé un avocat. C'est peut-être parce que j'ai faim là pour l'instant. Elle nous a préparé un exposé, aussi bien en tant qu'avocate qu'en tant que naturopathe. Et ça fera tout l'intérêt de son intervention. Dans un deuxième temps, nous serons donc 4 à lui poser des questions et lui présenter un feu roulant de questions. Et nous terminerons l'émission comme d'habitude en vous proposant d'une part certains rendez-vous en termes d'agenda, mais aussi nos recommandations positives pour la semaine. Alors, Anne-Victoria Farge-Palais, qui es-tu? Dis-nous un peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie et quel est ton positionnement dans la société? Quelle est ta mission finalement dans la société? Eh bien, je suis née avec une mission, effectivement. Dès mon enfance, je défendais la veuve, l'orphelin et surtout ce qui ne me paraissait pas juste. Donc, j'ai déjà été virée de plusieurs établissements scolaires parce que je me battais contre les professeurs qui n'étaient pas justes, etc. Et c'est comme ça que finalement, je suis rentrée dans le droit, et pas dans le droit chemin, mais en tout cas dans le droit. Je suis avocate depuis 40 ans.
Et j'ai passé beaucoup de temps de mon métier, qui est avant tout avocate d'affaires, mais à soutenir des associations et des associations environnementales. Et puis, je me suis intéressée à la santé il y a déjà une quinzaine d'années, la santé spirituelle, psychologique. Et puis finalement, j'ai repris un cycle d'études et je suis devenue naturopathe. Et je suis naturopathe diplômée depuis déjà 8 ans. Et j'ai trouvé que mener de front 2 carrières comme celle-ci allait pouvoir me donner des moyens et une boîte à outils bien plus large pour les sujets qui me préoccupaient beaucoup, c'est-à-dire l'environnement et puis les libertés, les souverainetés et la santé. Je suis issue d'une famille de médecins. Mon père était médecin et traditionnel scientifique. Et je n'étais pas toujours d'accord avec lui, donc j'ai voulu aussi démontrer qu'il y avait d'autres voies pour atteindre la santé. Et aujourd'hui, ce que je trouve de formidable, c'est de continuer à exercer mon métier d'affaires, mais avec une autre perspective, avec une autre vision, qui est plutôt la transaction, la bienveillance, les solutions alternatives, et en même temps d'avoir cette relation humaine et surtout d'éveilleurs de conscience, parce que les naturopathes sont des éveilleurs de conscience. Et je suis avocate pour le mettre au service de la défense de la santé et de la défense des humains et des citoyens. Et sans cette grandeur de mon activité, je considère que ma vie n'aurait pas de sens sur cette terre. Alors, mon moyen, c'est d'informer. J'aime informer. J'ai un aspect de ma vie et de ma personnalité qui est très didactique, ce qui explique que j'enseigne. Je suis professeure de droit à l'Université de Grenoble en biologie, dans le CU d'ethnologie. Et je suis également professeure de droit à l'Université d'Avignon. J'ai mis ça un peu entre parenthèses parce que ça me prenait beaucoup de temps, mais c'est pour les géographes et les historiens. Et j'enseigne la naturopathie, les techniques de revitalisation à l'Institut supérieur de naturopathie à Paris. Et l'enseignement est un vrai moyen pour expliquer aux citoyens, en commençant par les plus jeunes finalement, par les élèves, les étudiants, que nous avons une énorme boîte à outils, pleine de bons outils pour assurer la défense de nos libertés. On est en France avec une 5e constitution qui est scalée avec tous ses défauts et je le déplore, il faut qu'elle évolue, qu'elle change. Elle est pyramidale, mais il n'en demeure pas moins que dans notre pays, je vais parler de la France parce que je suis française et que je pratique le droit français, mais c'est la même chose en Belgique, c'est la même chose en Suisse et nous avons en plus, nous, un point commun, c'est que nous sommes des pays européens, pas la Suisse mais la Belgique, qui nous donne d'autres outils, d'autres moyens. Vous, au Québec et dans les autres pays francophones, il y a aussi des moyens qui sont des moyens juridiques, ce que j'appelle la boîte à outils juridique. Peu de gens ont lu un jour leur constitution ou ont lu la Déclaration des droits de l'homme, qu'elle soit française, universelle, européenne. Or, c'est là-dedans que nous allons puiser notre vivier. C'est là que nous allons trouver les moyens d'assurer la défense de nos libertés, de notre autonomie, de notre souveraineté. Et pour cela, il faut s'y plonger. Alors, j'ai envie de citer quelques articles, enfin de les lire parce que je ne les connais pas tous par cœur, mais par exemple, la Constitution française, je vais vous lire un des articles majeurs, hein, c'est l'article 2, j'y arrive, qui nous donne un élément majeur, c'est le principe, article 2. Son principe est, on parle de la souveraineté, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc je redis, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire que rien ne peut aller à l'encontre de la Constitution. C'est extrêmement important. Il y a une hiérarchie des normes en France et en Europe.
comme nous sommes un pays européen, ce sont les directives européennes qui vont s'imposer à nos États membres de la communauté européenne. La France va devoir appliquer les directives européennes. Elle le fait d'ailleurs bien souvent avec retard. Et elle est sanctionnée pour ça. Idem pour la Belgique. Ce problème est aussi récurrent dans ce pays-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même une directive européenne ne peut pas aller à l'encontre de la Constitution française. C'est extrêmement important à voir. Si bien que les lois françaises ne peuvent pas aller contre la Constitution. Et c'est la raison pour laquelle a été créée la question préjudicielle de constitutionnalité, qui est une question préjudicielle qui existe depuis pas très longtemps, quelques années. Avant même qu'une juridiction se prononce sur la valeur et la validité d'un texte de loi, elle va devoir rechercher si ce n'est pas contre la Constitution et si ça ne va pas à l'encontre de la Constitution. En France, nous avons un constitutionnel qui est constitué de la Constitution, mais également de la Déclaration des droits de l'homme et enfin de la Charte de l'environnement. Et ces deux autres parties de la Constitution, donc ça c'est intégré à la Constitution, sont tout aussi importantes que le texte de la Constitution lui-même. Et il faut aller puiser également dans ces deux textes les éléments de notre boîte à outils qui vont nous aider à assurer notre propre défense. Quand on va porter atteinte à nos libertés, eh bien, on va pouvoir avant tout exciper la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme française, mais aussi européenne, et enfin la Déclaration universelle. Donc, il faut que tous les citoyens l'aient lu et soient au courant. Parmi les moyens que l'on peut avoir pour aider les gens à se sauvegarder et à sauvegarder leur liberté, c'est déjà de leur conseiller d'aller les lire, ces textes. Parce qu'en les brandissant devant un juge, s'ils sont amenés devant un juge, le juge va en tenir compte. Je prends comme autre exemple le port du masque. Le port du masque, on en parlera tout à l'heure, puisque malheureusement, tous nos pays vont être soumis au port obligatoire du masque dans les zones publiques fermées. C'est une atteinte à nos libertés d'aller et venir, un droit fondamental. C'est une atteinte à notre vie privée, qui est un droit fondamental. C'est une atteinte à notre tenue vestimentaire, qui est considérée comme n'étant pas un droit fondamental, mais que le Conseil d'État, ces derniers temps, tend à rattacher à une liberté personnelle et qui est fondamentale. Donc, nous allons à chaque fois puiser dans cette boîte à outils. Ensuite, ma casquette de naturopathe va m'aider aussi et faire un peu de prosélytisme et éveiller les consciences. Je vais parler par exemple du masque et du vaccin. Est-ce qu'on a besoin d'être vacciné? Est-ce qu'on a besoin du masque si on est en bonne santé? Et qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé? C'est avoir assez d'énergie vitale pour que notre médecin intérieur puisse nous auto-guérir. Et du coup, quand on n'a pas de baisse d'immunité parce qu'on a une bonne énergie vitale, pourquoi avoir besoin de se masquer alors que le masque va avoir un effet contre-productif, inverse, et puis que surtout on est en bonne santé et qu'on sait lutter contre les éventuelles agressions de microbes ou de virus, en sachant que c'est une théorie à laquelle je ne crois pas, puisque pour moi, nous fabriquons nos propres virus, nous fabriquons nos propres bactéries et que surtout, nous sommes constitués de bactéries et de virus. Et sans nos bactéries et sans nos virus, eh bien, nous ne pourrions pas vivre parce que c'est elles dans nos intestins qui nous permettent d'être en bonne santé, c'est elles dans notre bouche qui nous permettent de digérer et d'être en bonne santé. Nous sommes couverts de bactéries et on en a besoin. Donc, tous ces éléments-là font que j'ai des boîtes à outils et je vais puiser dedans quand c'est nécessaire pour lutter contre la 5G, pour lutter contre le vaccin, pour lutter contre le masque. Alors après, est-ce qu'on est suivi par la justice quand on mène des combats judiciaires? Ce n'est pas toujours le cas, parce que la justice, elle est constituée d'hommes, d'êtres humains,
qui pour certains peuvent ne pas être d'accord avec nous, donc ils vont chercher dans la boîte à outils un autre outil pour nous contrer, hein, c'est la pierre contre l'eau, contre le feu, etc. Mais j'ai remarqué dans l'exercice de ma profession qu'il y a des juges formidables aussi et qui peuvent nous donner raison. Et dans mes combats contre l'atteinte à l'environnement, j'ai eu des succès dans des dossiers qui étaient vraiment difficiles, où il a fallu beaucoup se battre, mais on a eu des juges qui ont eu une conscience citoyenne et qui ont utilisé des moyens tout à fait légaux et tout à fait juridiques pour donner raison aux associations que je représentais. Et là, c'est aussi un point sur lequel je souhaite parler, c'est que aller au combat, se battre contre la 5G, se battre contre le masque, se battre contre les vaccins, il ne faut pas y aller seul, il faut y aller groupé. Comme chez nous, les actions, les class actions n'existent pas, il faut simplement adhérer à des associations parce que le territoire français est maillé de nombreuses associations, dont certaines sont des associations agréées, et ces associations agréées ont un intérêt à agir de droit. Et c'est elles qui vont mener les combats, mais grâce à vous, grâce à votre présence, grâce à votre militantisme, grâce à vos dons. Parce qu'une association qui reçoit des dons peut avoir un peu d'argent, mais surtout, il ne faut pas qu'elle vive avec les subsides publics. Parce que les subsides publics les inféodent, leur fait perdre toute liberté. Et ça, je l'ai bien vu, certaines associations qui n'avaient pas reçu de subsides, mais dont les collectivités territoriales estimaient qu'elles les avaient aidées, les ont poursuivies, notamment en détournement de fonds publics, alors qu'il n'y avait jamais eu de détournement de fonds publics. Mais vous voyez, la liberté, elle se gagne, elle se garde, elle peut nous coûter du temps, de l'argent, mais elle est tellement précieuse. Donc, allez voir les associations locales. Moi, dans mes documents, j'ai écrit un article sur la biodiversité et la santé et comment la santé peut-elle exister sans biodiversité et qui va sauvegarder la biodiversité, bien que nous ayons une loi qui date d'août 2016 et qui nous préserve normalement. Eh bien, il faut aller voir les associations. Dans ma région, il y en a 2 très actives qui s'appellent Adhère en Provence ou la Ligue de défense des Alpilles. Si vous êtes dans les Bouches-du-Rhône, allez impérativement adhérer à ces associations qui ont cruellement besoin de membres. Puis il y a des associations nationales, mais celles qui font vraiment le boulot de terrain, elles sont locales. Parce que quand il faut se battre contre une antenne 5G, il va y avoir différents types de procédures. Des procédures en trouble de voisinage, puis des procédures contre les autorisations qui ont été données devant le tribunal administratif. Et là, ce sont les associations qui vont y aller au combat. C'est la raison pour laquelle n'allons pas tout seuls se battre, il faut y aller groupés et les associations sont des moyens formidables. C'est un de mes conseils d'activiste militante et d'avocate environnementale depuis plus de 20 ans. Voilà, je crois que j'ai un peu dressé le fond de ma pensée et le souhait que j'ai, qui est de prendre en permanence mon bâton de pèlerin, et vous tous, vous le faites. Mais pour l'instant, nous nous adressons beaucoup et de plus en plus à des gens et à des individus qui sont éclairés. Mais il faut aller aussi, avec notre bâton de pèlerin, essayer de faire comprendre aux personnes non éclairées aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui sont encore dans la peur, qui sont dans la peur de ce qui va leur arriver, dans la peur de la maladie, dans la peur de la police, dans la peur de la sanction, et leur dire les sanctions, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de défendre nos libertés, liberté d'être humain, liberté de citoyen. Voilà mon combat depuis des années et j'écris régulièrement des articles sur des sujets comme ceux qui nous préoccupent en ce moment. Et je suis heureuse que ça se partage, heureuse de circuler sur les réseaux sociaux. Je crois que l'État n'avait pas prévu que les réseaux sociaux permettraient autant de contacts
Même si aujourd'hui, ces réseaux sociaux qui font partie des GAFA et qui sont inféodés, nous coupent, nous boycottent. Mais il y en a d'autres de réseaux sociaux qui sont en train de se créer et qui seront des réseaux sociaux autonomes, des formes de coopératives auxquelles il va falloir se adhérer et plutôt les utiliser que ce qu'on utilise aujourd'hui. Voilà le fond de ma pensée. Merci, Anne-Victoria. Alors, avant que nous te posions des questions, moi, je voulais quand même te demander quel est ton regard de juriste par rapport à toute cette série impressionnante de décrets qui ont été édictés, toute cette série de règlements qui ont été sortis sous prétexte que nous étions en urgence sanitaire. Est-ce que, et je sais que dans la tête du public, il y a beaucoup de confusion en disant oui, mais est-ce que le droit s'applique encore lorsqu'on est en situation d'urgence sanitaire? Parce que tu nous as donné une belle explication de la hiérarchie du droit finalement, mais en cas d'urgence sanitaire, est-ce que les mêmes règles de droit tiennent? Alors, d'abord, une explication sur toutes ces ordonnances et ces décrets qui ont été publiés à la va-vite. Moi, juriste et puriste et surtout très fervente de la liberté et surtout de la liberté et de l'expression du citoyen, je suis scandalisée. Je suis scandalisée tout simplement parce que notre Constitution, et c'est en ce sens que je dis qu'il faut qu'elle évolue et qu'on passe à une 6e Constitution et surtout qu'on passe à une vraie décision du peuple, mais malheureusement, je crains que le peuple aujourd'hui ne sache pas où il en est. Eh bien, quand un État légifère en permanence par ordonnance et décret, ça veut dire qu'il squeeze totalement un niveau qui est pourtant un niveau primordial, c'est le niveau de l'Assemblée nationale. Parce que ça, l'Assemblée nationale porte la voix du peuple par le biais des élus. Et là, c'est encore un problème en France parce que des élus qui sont des vrais porte-parole du peuple, il y en a peu. Parce qu'ils sont tous politisés et qu'ils font partie de groupes politiques et donc ils vont porter la parole du groupe politique mais qui n'est pas la parole du peuple. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a une désaffection de la chose publique, une désaffection des élections. Il y a eu 40% qui ont voté pour les élections municipales alors que c'est extrêmement important de voter pour son maire et ceux qui vont diriger la ville. Donc, de ce point de vue-là, j'ai été scandalisée notamment, par exemple, par l'ordonnance ministérielle qui est du 25 mars, si je ne me trompe pas, parce qu'il y en a eu tellement, qui est venue autoriser tous les opérateurs de téléphonie, de pouvoir installer des antennes, sans préciser 5G, mais on sait que c'était pour la 5G, des antennes sans plus passer par le process normal, c'est-à-dire déposer un dossier, qui est une étude de faisabilité, une étude de risque, etc. Là, il y en a eu partout, et moi je le vois bien, entre mon domicile et mon cabinet à Avignon, il y en a 3 qui ont fleuri, et de très haut niveau, de grande taille et de très forte puissance. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de procéder. Mais, et là où tu as raison Jean-Jacques, par une ordonnance du 20 mars est venue une nouvelle réglementation, c'est inscrit dans la Constitution, c'est l'urgence sanitaire et donne pouvoir au gouvernement par le biais de l'urgence sanitaire, de prendre toutes sortes de décisions qui sont contraires pourtant à la Constitution, à la Déclaration européenne des droits de l'homme, etc., etc. Donc là, je sais qu'un certain nombre de procédures sont déjà en cours, notamment par, n'oublions rien, MySmart Cabinet, mes confrères Mana, etc. Et ce sont des procédures qui sont absolument nécessaires et utiles parce que l'État, le gouvernement, n'a pas le droit de s'arroger tous les pouvoirs, un petit peu comme un État dictatorial, au motif qu'il y a une urgence sanitaire qui, en plus, n'en est pas une. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, je vais quand même aller plus loin parce que ça veut dire que même si tu es scandalisé, ça veut dire que malgré tout, dans le cadre d'une urgence sanitaire, est-ce que nous pouvons encore nous revendiquer
des lois fondamentales, de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme, etc., si on nous dit oui, mais on était en urgence sanitaire, donc la Déclaration des droits de l'homme ne vaut plus rien, ou tu ne peux plus te réclamer de la protection de cela. Donc, je voudrais que tu ailles jusqu'au bout de ta réponse. Alors, en tant qu'avocate, mon opinion est qu'on peut lutter contre une déclaration d'urgence sanitaire qui d'abord n'a été déclarée que par ordonnance et pas par loi. Et ensuite, on a une balance et c'est fréquent. Par exemple, on peut avoir 2 articles de la Constitution qui vont entraîner des conséquences contradictoires. Je prends un exemple, le droit à l'habitat, le droit à habiter de manière décente et le droit de propriété. Pourquoi est-ce que je parle de cet exemple? Parce que j'ai défendu un groupe à Avignon, Rosmerta, qui a fait un acte de désobéissance civile en occupant un bien, un immeuble inhabité, inoccupé, qui appartient au diocèse. Et c'est basé sur le droit fondamental à un logement décent et qui est un droit fondamental. Évidemment, le diocèse, ce qui est amusant dans cette situation, c'est que c'était pour loger des sans-abri avec des enfants, des bébés. Eh bien, le diocèse a décidé que non, son droit, qui était le droit de propriété, était supérieur. Et c'est aussi un droit fondamental, le droit de propriété. Donc, nous avons plaidé droit de propriété ou droit à être logé décemment. Et là, pour le coup, le juge a considéré que le droit de propriété était supérieur au droit à être logé décemment. Mais ça se discute. Tout se discute. Ça dépend aussi des juges. Donc là, aller se battre en disant cette urgence sanitaire, est-ce que c'est supérieur à notre liberté fondamentale de choix quant à notre façon de vivre, nos allées et venues, quant à notre santé et au choix de santé que nous voulons avoir, parce que les conséquences de l'urgence sanitaire, c'est par exemple le port du masque. Or, le port du masque provoque des hypoxies, provoque une baisse du système immunitaire, et nous avons dans nos droits fondamentaux un droit à la santé. Tout se discute. Ensuite, c'est une question de jurisprudence. Et on peut avoir un juge qui dit noir, un juge qui dit blanc, vous le savez. Mais tout se discute et ça, cet état d'urgence sanitaire est parfaitement discutable. Bien, maintenant je donne la parole à mes collègues parce que vous devez avoir certainement plein de questions concrètes à poser à Anne-Victoria et on va vraiment profiter de ta présence, Anne-Victoria, pour te poser des questions tant sur le plan juridique que sur le plan aussi de la santé, bien entendu, puisque, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, tu avais cette double compétence et ça rend ton intervention encore plus intéressante dans le cadre de cette émission. Alors, je pense que Tal a une question à te poser, donc vas-y. Il y a une chose qui me stupéfie, c'est que l'OMS se prétend au-dessus de tous les gouvernements. Et en fait, aujourd'hui, qui dirige le monde? Ce n'est plus le gouvernement, c'est l'OMS qui donne ses directives. Et on a abouti à quelque chose d'absolument incroyable, c'est qu'à la tête de l'OMS, qui avez-vous? Vous avez un homme, Tedros Adhanom, qui est un ancien terroriste, ni plus ni moins, et qui est un génocidaire. Je n'invente rien, ce sont des faits. Quand vous voyez qu'une institution qui est censée diriger notre planète à sa tête quelqu'un d'autre, vous dites mais c'est pas possible. Alors là où c'est extraordinaire, je trouve, c'est que l'OMS s'est donné le droit de contrôler par médias interposés à peu près tous les pays de la planète. Or, dans l'histoire du masque, c'est quand même une chose hallucinante de savoir qu'il n'y a aucun travail scientifique valable qui prouverait que le masque sert à quelque chose. Par contre, il y a des dizaines de travaux qui prouvent que les masques sont toxiques, inutiles. Inutiles, c'est évident qu'ils sont inutiles. Les virus, c'est 2 nanomètres. Non, c'est 20 nanomètres, un virus. Okay? Or, un masque, il a des trous qui laissent passer 22 000 virus à chaque respiration. Donc, vous avez des millions de virus qui entrent et qui sortent à travers le masque. Donc, le masque sert strictement à rien. À rien. Et ce qui est inouï, c'est que l'OMS, au début, dit qu'elle n'était pas pour le masque, puis après, ils ont dit le masque, et maintenant, obligatoire. C'est incroyable qu'on ait réussi à intoxiquer mentalement comme ça des millions de gens avec une idée qui repose sur rien de scientifique. Et la preuve de ça, c'est que depuis des millénaires, on a vécu sans masque. Et tout d'un coup, maintenant, on veut nous faire croire, en 2020, qu'on ne peut plus sortir. Enfin, c'est de la folie. Alors, la question que j'aimerais poser à Anne-Victoria, c'est quel rapport entre
au niveau juridique entre l'OMS et les gouvernements. Est-ce que les gouvernements doivent tous dire oui, 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 béni, parce que l'OMS a dit que, ou est-ce qu'il y a des moyens de résister à cette espèce de dictature qui est énorme? Parce que derrière l'OMS, il y a Big Pharma, il y a Big Tech, il y a Bill Gates, il y a une puissance colossale financière, mais qui est comme sur un rail. Tout leur objectif, et je crois que c'est pour ça qu'ils veulent imposer le masque, c'est maintenir les gens dans le stress et dans la peur pour qu'on les vaccine. Et le but des vaccins, ce n'est pas de nous protéger contre le coronavirus. De toute façon, on sait très bien que le coronavirus, il n'y a pas de vaccin possible. C'est comme la grippe, c'est un virus qui change tout le temps. Donc, jamais il n'y aura un vaccin qui servira quoi que ce soit contre un coronavirus. C'est une aberration scientifique. Mais le but du vaccin n'est pas ça, c'est de nous pousser tous pour qu'on soit soumis à la 5G, etc. Alors, comment est-ce que tu vois ça sur le plan juridique par rapport à l'OMS et aux différents gouvernements? Alors, là, nous sommes sur un problème de relations juridiques internationales. L'OMS a été créée par l'ONU. Et l'ONU, les pays qui adhèrent à l'ONU ont des liens entre eux et disent un certain nombre de règles et de décisions. Mais l'OMS n'a en soi zéro pouvoir. C'est une organisation mondiale qui porte ce nom-là, mais les États-Unis n'y sont plus puisqu'ils ont quitté l'OMS. Donc, c'est une organisation mondiale que les pays peuvent quitter ou pas, mais qui n'a aucun pouvoir et aucun impact sur un pays directement et qui ne peut en tout cas en aucune manière édicter des règles qui seront applicables directement dans le pays. Le problème, c'est que la France donne crédit à l'OMS, c'est-à-dire notre gouvernement donne crédit à l'OMS. Au point d'ailleurs, je n'ai pas vérifié l'info, peut-être le savez-vous, qu'il semblerait que notre président Macron ait signé un accord unilatéral, sans d'ailleurs que l'Assemblée nationale se soit prononcée là-dessus, donnant à l'OMS des pouvoirs de conseil pour la France. Je n'ai pas vérifié cette information, ça me paraît plausible, mais toujours est-il que l'OMS n'a à zéro pouvoir. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, Tal, l'OMS dit tout et son contraire. Et en plus de ça, grâce à l'intervention de certains États, va donner des informations dans certaines langues et pas dans d'autres. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais en ce qui concerne la naturopathie, eh bien, la naturopathie, dans la version anglaise, il est indiqué qu'il existe 3 médecines traditionnelles ancestrales: la naturopathie chinoise traditionnelle et la médecine ayurvédique. Quand on regarde la version française, le site français de l'OMS, ça n'existe pas. On ne parle pas de la naturopathie. Donc, ça signifie que c'est une organisation scélérate et qui, en plus, donne des informations différentes selon les pays auxquels elle s'adresse. Donc, l'OMS n'a en principe pas d'impact. On s'est longtemps référé à l'OMS parce que je pense qu'au début de cette organisation, elle n'était pas inintéressante. Elle avait une vraie vocation à se préoccuper de la santé mondiale. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Alors, je peux faire juste un petit ajout par rapport à l'OMS. De mémoire, quand je me suis battu contre le projet de vaccination H1N1 en 2009, j'ai vu passer une information comme quoi l'OMS avait fait signer à un certain nombre de pays une charte qui donnait à l'OMS le pouvoir d'imposer par la force, en mobilisant les troupes de l'OTAN, pour imposer des campagnes de vaccination obligatoires. Malheureusement, je n'ai jamais retrouvé ce document que j'avais vu passer en 2009. Je ne sais pas si tu as connaissance de ça, mais donc ça aurait été un accord qui donnait justement à l'OMS le pouvoir. En tout cas, c'était un accord où les pays finalement trahissaient leur population en donnant finalement du pouvoir à une institution extérieure qui normalement n'a pas de pouvoir. Absolument. Alors, je n'ai pas vu passer cet élément-là, je n'ai pas cette information. Par contre, si c'était le cas, on pourrait très bien poursuivre le président de la République si c'est lui qui a pris cette décision pour haute trahison. Pour moi, c'est de la trahison. Moi, j'aimerais intervenir parce qu'effectivement, moi, j'avais comme information que différents États avaient donc signé le RSI, Règlement sanitaire international, dont, à ma connaissance, l'article 18, en tout cas c'était comme ça à l'époque du H1N1, donnait à l'OMS, c'est assez subtil, le pouvoir de recommander aux États de rendre la vaccination obligatoire sans
le faire de façon directe, comme tu disais, Anne-Victoria. Et effectivement, pour rebondir sur ce que tu expliquais, Chloé a fait une vidéo relativement récemment qui a été censurée à de très nombreuses reprises sur l'OMS. Et justement, elle évoquait dans cette vidéo un article intéressant dans le code pénal suisse et qui existe aussi dans le code pénal belge qui disait que est punissable celui qui menace en fait l'indépendance du pays. Et donc que ces dispositions, ce pouvoir de l'OMS allait effectivement à l'encontre de l'indépendance possible du pays. Et donc je voulais savoir si par rapport à ce genre d'article, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce serait mobilisable? Qu'est-ce que tu Alors, je n'ai pas vérifié si ça existe dans notre code pénal, mais par contre, par rapport à notre constitution, on ne peut pas porter atteinte aux libertés du peuple. Et donc, notre constitution nous donne des moyens de se battre contre ce type d'intervention de l'OMS ou même contre un RSI qui irait à l'encontre des libertés fondamentales du peuple que sont la santé. Le problème est, qu'est-ce que la santé? Nous, on vous veut du bien et c'est pour ça qu'on vous vaccine. C'est parce qu'on vous veut pour la meilleure santé. Et là, moi, j'exciperai les articles du Code de la santé publique qui expliquent qu'on ne peut pas imposer à un patient un traitement déjà qu'il ne veut pas subir et qu'en tout état de cause, on doit lui donner toutes les informations pour qu'il puisse prendre une décision totalement éclairée. Et l'information, elle doit être totale et loyale. Donc, ce sont des arguments qui nous permettent de se battre contre la vaccination en droit. Alors, qui a des questions? Chloé, tu as une question à poser à Anne-Victoria et petit à petit, on va poser des questions plus pratiques et à l'échelle des individus, évidemment, parce que là, on est dans la politique internationale et c'est important de remettre ce cadre international. Mais maintenant, ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent se préoccupent de comment ils font face à des interdictions ou des impositions. Alors, je ne sais pas si c'est ta question, Chloé, mais vas-y, nous t'écoutons. Je voulais justement profiter du fait qu'on parle des droits et des droits exagérés de l'OMS, déjà pour dire que c'était l'article 266 du Code pénal qui nous permettait d'attaquer le Conseil fédéral chez nous, qui est l'entité exécutive en Suisse, pour le manque d'indépendance. Et puis, je voulais savoir, par rapport au code de Nuremberg, par rapport au code de déontologie médicale, par rapport au serment d'Hippocrate, et puis on a aussi un code de la santé suisse publique, donc qui vont dans ce sens de demander le consentement libre et éclairé, de ne pas injecter de poison, et de ne pas imposer d'expérience médicale, donc sans ce consentement éclairé. Est-ce que ces textes-là ont une valeur juridique, que ce soit en France, en Suisse ou à l'international? Yes. Alors, bien sûr qu'ils ont une valeur juridique et on peut, sans hésiter, les utiliser devant les juridictions. C'est extrêmement important. Après, les juges prennent des décisions qui vont être plus ou moins justes et qui vont nous satisfaire plus ou moins, mais tous ces textes doivent être utilisés, bien évidemment, puisqu'ils existent. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est notre fameuse boîte à outils. On doit aller fouiller. On a même, nous, quelquefois, utilisé des textes qui dataient de Napoléon, des textes de Fructidor qui n'avaient pas été abolis et qui étaient toujours applicables. Donc, il faut utiliser tous ces textes parce que si la France, par exemple, pour nous, ne juge pas en appliquant correctement les textes, on peut aussi poursuivre la France devant les juridictions européennes, devant la Cour européenne des droits de l'homme, etc., pour avoir porté atteinte à des droits fondamentaux. Et j'ai encore une petite remarque pour donner la situation en Suisse. Les ordonnances que le Conseil fédéral a édictées pour nous obliger à nous confiner, à faire la distanciation sociale, à donner des amendes aux gens qui se réunissaient à plus que 5, etc., étaient fondées sur l'article 6 de la loi sur les épidémies, qui disait qu'il fallait que la situation soit particulière et le caractère particulier de la situation était donné par l'OMS, justement. Donc, dans l'article 6,
il était précisé que le caractère urgent, Ah oui, urgence sanitaire, était décrété sur la base des recommandations ou des avis de l'OMS. Donc, c'est carrément écrit. oui, alors moi je pense que il faut que le peuple aille dans la rue pour faire changer des textes tels que celui-là, parce que c'est inadmissible de donner un pouvoir, ce pouvoir-là à l'OMS, qui est une institution externe, qui n'est même pas une institution européenne pour nous qui sommes membres de l'Union européenne. Et c'est pour ça que chez vous, comme chez nous en France, il y a de nombreuses modifications constitutionnelles qui doivent avoir lieu. Et c'est en ce sens que un certain nombre de groupes en France se sont créés pour réformer nos institutions et réformer la Constitution. On y réfléchit avec le monde d'après, avec le Conseil national de la nouvelle résistance. Ce sont des actes forts et il faut que ça change. Alors, je vais arriver plus au niveau du citoyen maintenant. Oui. Bon, je prends l'exemple qui est le plus urgent, je dirais, puisque en Belgique, depuis quelques jours, le port du masque est devenu obligatoire dans tous les lieux publics fermés. Au Québec, ça va arriver le samedi 18 juillet, donc dans 2 jours en fait. Je crois qu'en France, ça va passer aussi très très prochainement. Alors, qu'est-ce qu'un citoyen qui refuse de porter le masque, qu'est-ce que ce citoyen a comme recours? Qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, il se présente à la porte, il tombe sur un vigile ou un garde de sécurité, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Comment peut-il agir pour faire respecter ses droits fondamentaux? Malheureusement, il n'a pas beaucoup de moyens, lui, à titre personnel. D'abord, si c'est une loi, il faut voir quelle est l'origine du port du masque. Est-ce que c'est une loi? Est-ce que ça a été voté par le Parlement? Est-ce que c'est une ordonnance gouvernementale? Est-ce que c'est un décret? Ou est-ce que c'est simplement une décision locale dans la commune ou une décision encore plus locale dans l'entreprise, par exemple? Si c'est une loi, bien les recours qui sont à faire sont des recours que le simple citoyen ne pourra pas faire tout seul. Il va falloir que ce soit des groupes de citoyens, des associations qui fassent des recours pour faire déclarer anticonstitutionnelle cette loi en visant les fameux articles dont j'ai parlé tout à l'heure. Si c'est une ordonnance, le problème va être le même parce que là aussi, cette fois-ci, on va saisir le Conseil d'État. De même que si c'est une décision d'une collectivité territoriale, comme ça a été le cas déjà à Strasbourg. Strasbourg, le maire avait décidé que dans tous les lieux publics, dans les rues, sur les ponts, etc., les gens devaient porter le masque. Le Conseil d'État a été saisi et il a déclaré que ça ne relevait pas d'abord de la compétence du maire, deuxièmement que c'était des atteintes aux libertés fondamentales, liberté d'aller et venir, liberté personnelle dans laquelle il a intégré la liberté de se vêtir, atteinte à la vie privée. Donc là aussi, ce sont des procédures qui sont vraiment lourdes et lourdes financièrement si on a recours à un avocat au Conseil d'État et c'est pour ça qu'il faut y aller en groupe pour se répartir les frais et charges. Si c'est au niveau strictement local de l'entreprise, eh bien, j'ai fait tout un document, tout un texte là-dessus à propos justement du fait que dès lors que l'ordonnance du 20 mars n'imposait pas le port du masque, déjà les entreprises n'avaient pas à l'imposer. Deuxièmement, les entreprises, par le Code du travail, doivent rechercher ce qui est le mieux pour la santé de leurs salariés. Mais quand on démontre que le port du masque, c'est le pire pour la santé, c'est aussi un argument qu'on peut utiliser. Et si on va dans ce cas de prud'homme, parce que si ça concerne le travail et les conditions de travail, c'est le Conseil de prud'homme qui sera compétent. On peut avoir l'ouïe et l'approbation du Conseil de prud'homme si on nous refuse l'accès à notre travail, en sachant que l'accès au travail est aussi un droit fondamental. Ce qui est important, c'est de rechercher toujours, est-ce que le droit que je revendique est fondamental ou pas?
Mais là, à l'heure actuelle, le port du masque, c'est sorti aujourd'hui à 13 h. Je n'ai pas vu si c'est une loi, une ordonnance. Je ne sais pas encore exactement quel est ce port du masque. Mais au bout d'un moment, quand ça reste une loi, il n'y a pas 36 solutions. On va dans la rue. D'autres questions à propos du masque? Moi, j'ai une autre question à propos des tests. Parce que normalement, les tests, c'est un acte médical. Donc, il y a le libre consentement éclairé. Donc, Oui. on a le droit de refuser un test. Oui. Et normalement, avant de faire le test, il devrait nous donner une information complète. Il devrait nous dire, par exemple, que ce test ne marche pas du tout, que la moitié des tests sont complètement périmés. Il y a eu des études à mourir de rire qui montrent que sur 50 tests, il n'y en avait que 3 ou 4 qui étaient corrects. C'est une vaste gabegie, ces tests. C'est pas sérieux du tout. Alors là encore, est-ce qu'on peut refuser le test en disant non, libre consentement éclairé, j'ai le droit de dire non? Mais oui, moi je considère qu'on peut refuser le test. Et s'ils nous l'imposent, il va y avoir une procédure qui va être mise en œuvre. Ils peuvent nous mettre en garde à vue pour avoir refusé un test, pour atteinte à la salubrité, à la santé publique, etc. Mais il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'au bout du compte, il y aura une institution suprême qui va dire si c'est valable ou pas, c'est la Cour de cassation. Et on va faire des QPC, c'est-à-dire des questions préjudicielles de constitutionnalité. Mais il faut dire non. Il faut absolument dire non. Et je pose la question qui va avec ça aussi. Pour les vaccins, c'est la même chose? Absolument. Les parents peuvent… Oui. Pardon, excuse-moi de t'avoir interrompu, Tal. Il y a une chose qui est très importante pour les vaccins, c'est l'article 16 du Code civil qui concerne l'inviolabilité du corps humain. Et donc, cet article 16, en France, 16.1, 16.2, 16.3, sont extrêmement importants. Je vais vous les lire, je trouve sur mon… Donc, que dit l'article 16? La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Ensuite, l'article 16.1, et c'est là-dessus qu'il va falloir se battre. L'article 16.1, chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'aucun droit patrimonial. Et le 16.2, alors pardon, c'est le 16.3 qu'il me faut. Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est même pas à même de consentir. Donc l'article 16.3 de notre Code civil, il faut regarder si le même type d'article existe au Québec, en Suisse, en Belgique, rend impossible l'atteinte à notre corps par une piqûre, qui est le vaccin, sans que nous ne soyons consentants. Ça d'un droit fondamental qui découle de la Constitution. Chloé, tu as une question. Alors, moi, ce droit au respect de son corps, il est déjà cité dans les différents textes dont on a parlé juste avant, Code de Nuremberg, déontologie médicale, serment d'Hippocrate. Donc, ça complète, mais je veux dire, normalement, on n'aurait même pas besoin de se servir de cet article du Code civil. Moi, je ne sais pas s'il existe en Suisse dans le Code civil, mais j'irai voir. Revenons sur les masques. Chez nous, il y a 2 cantons sur les 26 cantons que compte la Suisse, dans lesquels le masque est devenu obligatoire dans les commerces. Alors, il est obligatoire dans tous les transports publics depuis peu, mais dans les commerces, c'est uniquement dans 2 cantons. Comment ça se fait qu'on peut, comme ça, différencier le traitement? Je sais que les cantons, normalement, sont souverains, sauf durant toutes ces mesures de confinement et toutes les mesures de situation particulière. Mais là, pour une fois, ces 2 cantons font exception. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur des tests de taux d'oxygène, comme on a déjà vu que ça s'est fait sur Internet, des personnes qui ont mis leur appareil et qui voient tout de suite que dès qu'on met le masque, on tombe à 17% d'oxygène au lieu de 20 et quelques % dans l'air qu'on respire normalement librement. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur des tests comme ça pour déclarer que la disproportion de la mesure ou déclarer la mise en danger d'une personne? Alors, je ne sais pas si c'est en Suisse, mais disons en France, comment ça se passe par rapport à ça? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Chloé. Il faut que nous allions
avec des armes qui sont justement la preuve que la baisse de l'oxygénation du corps et des organes est immédiate dès lors que l'on porte un masque et que ça porte une atteinte évidente à la santé. Il y a d'ailleurs des études qui ont été faites et en cours, je le cite dans mon document sur le port du masque, qui démontrent bien évidemment que c'est une atteinte terrible à la santé et notamment au système immunitaire. Donc moi personnellement, en tant qu'avocate, j'irai me battre sur ces terrains-là en allant, en faisant par exemple un référé liberté devant le tribunal administratif, puisque le tribunal administratif a une compétence en matière d'atteinte aux libertés et libertés fondamentales. Eh bien, c'est d'aller devant le tribunal administratif. C'est une procédure rapide qui se fait malheureusement quelquefois sans audience. Le juge prend la décision sans même nous avoir entendus. On a intérêt à avoir un dossier vachement bien bouclé si on n'a pas la possibilité de le plaider. Mais en France, on a le référé liberté qui nous permet d'aller voir un juge et de dire ça, c'est une atteinte pure à ma liberté fondamentale de respirer. C'est un droit absolu. Alors, je voudrais soulever une question parce que ça, c'est quelque chose qui m'a déjà interpellé il y a une trentaine d'années de cela, lorsque ma première fille est née. Je me suis rendu compte que en Belgique, par exemple, à cette époque-là, c'est-à-dire à la fin des années 80, il n'y avait qu'un seul vaccin qui était obligatoire, qui était le vaccin contre le tétanos, si mes souvenirs sont bons. Non, c'était la polio alors. Hein. Oui, la polio, pardon. Merci Sophie, tu es mon encyclopédie ambulante en matière de vaccination. Donc, à l'époque, le seul vaccin obligatoire, c'était contre la polio. Et je me suis rendu compte que si je voulais mettre ma fille à la crèche, à la garderie, là, la garderie ou la crèche m'imposait toute une série d'autres vaccins parce que, me disait-il, il ne pouvait recevoir une subvention du gouvernement et une agréation pour accueillir des enfants que dans la mesure où ils imposaient, eux, un certain nombre de vaccinations. C'est-à-dire qu'en fait, dans la loi, il n'y avait qu'une seule obligation, mais dans l'institution, il y avait toute une série d'autres obligations. Sinon, et finalement, on a pris une jeune fille au père et on a fait garder nos enfants pendant toute leur enfance par des jeunes filles au père. Mais donc, je me rends compte qu'il y a la même chose qui est en train de se passer dans les magasins actuellement ici au Québec. Et j'imagine que dans d'autres pays aussi. Au Québec, il y a très peu de lois, mais par contre, le gouvernement dit vous pouvez rouvrir votre restaurant à condition que vous imposiez à vos clients le port du masque. Et si vous n'imposez pas le port du masque, vous aurez d'abord une amende entre 1 000 et 6 000 $. Et si vous récidivez, on ferme votre établissement pour 6 mois. Donc, du coup, même s'il n'y a pas de loi qui oblige le port du masque dans les restaurants sont coincés entre le gouvernement et je dirais, oui, je dirais la nécessité de travailler. La nécessité de travailler, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Parce que moi, je trouve ça très pervers de la part du gouvernement de dire non, il n'y a pas d'obligation légale, mais par contre, en interne, il y a des règlements qui sont imposés, que ce soit aux crèches, aux salles de sport, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Là, c'est un vrai problème. Et moi, je ne vois pas d'autre solution que de mener des procédures contre les réglementations qui sont appliquées et imposées aux restaurants, par exemple, concernant le port du masque. Donc déjà, la loi ou le décret ou l'ordonnance qui impose aux restaurants d'obliger leurs clients à porter le masque, ce qui est tout à fait hallucinant parce que pour aller manger, c'est très connu, c'est très facile de pouvoir consommer avec un masque sur la bouche. Donc, premièrement, lutter et faire une procédure contre la décision réglementaire qui impose le masque. Ensuite, deuxièmement, se regrouper, que les commerçants se regroupent pour manifester et pour faire ce qu'on appelle un acte de désobéissance civile. On refuse. Si
tous les restaurants refusent de faire porter le masque à leurs clients, tous, absolument tous. Il y a une vraie unité, une vraie union et qu'ils y vont grouper. Il va y avoir une modification probablement de la réglementation que l'on considère comme étant inique. Le problème, c'est la réunion de tous. Parce qu'on le voit bien, je prends un exemple tout bête, dans les halles d'Avignon. Je vais ce matin aux halles d'Avignon. Il est écrit encore, l'ancien panneau, nous exigeons que vous portiez le masque et vous devez vous laver les mains au gel hydroalcoolique. En fait, il y a la moitié des gens qui le font, l'autre moitié qui ne le font pas, qui en ont non seulement rien à faire, mais qui y sont opposés. Parmi les commerçants, il y a ceux qui ont un masque et ceux qui n'en ont pas. Donc, on voit bien que la France est divisée en deux, parce qu'il y a ceux qui ont peur et ceux qui n'ont pas peur. Et parmi ceux qui ont peur, ceux-là, ils vont de toute façon, comme on l'a vu, dénoncer les autres. Et qui va intervenir? La police de manière violente. Toute la problématique est là, c'est qu'aujourd'hui, si nous n'avons pas la police, la gendarmerie, ceux qui ont le pouvoir de notre côté pour dire nous aussi, on n'est pas d'accord avec ça, eh bien, on continue et on s'achemine vers un État totalitaire. Moi, je voudrais rebondir là-dessus. Je pense clairement on est face à un problème d'arbitraire parce que Jean-Jacques, tu soulignais le fait que dans les restaurants, le port du masque va être rendu obligatoire. On voit bien qu'il y a un arbitraire et que ça n'a ni queue ni tête parce qu'ici en Belgique, justement, au niveau des restaurateurs, l'obligation du port du masque ne s'effectue pas. Donc, il y a une obligation pour les travailleurs de ces établissements, mais pas pour les clients dont certains s'amusent un petit peu à jouer la police, à faire la pression sur les travailleurs. Alors, par rapport à ce que tu disais sur la Belgique, je voudrais quand même souligner comment ça s'est passé au niveau juridique par rapport au problème de crèche que tu soulèves. Parce qu'en fait, au début des années 2000, une dame qui était juriste elle-même, qui est devenue magistrate, je pense, ou qui est magistrate, avait introduit un recours pour défaut de base légale pour les obligations vaccinales en crèche. Et à ce moment-là, comme il n'y avait pas de base légale, il est évident que la justice aurait dû lui donner raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame a été déboutée et assez vite dans la foulée, la communauté française a adopté un arrêté, l'arrêté du 27 février 2003, qui est un arrêté fourre-tout portant réglementation des milieux d'accueil, dans lequel ils ont glissé un petit article disant que les enfants accueillis dans les crèches ou aînés et chez les gardiennes agréées doivent se soumettre au calendrier en vigueur, en fait. Et donc, cet arrêté n'a pas été détecté et contesté à temps au niveau des juridictions administratives. Il y a eu par la suite des recours de parents au niveau du tribunal de première instance qui ont été déboutés. Alors, entre-temps, évidemment, il y a eu des documents confidentiels absolument surréalistes de pharmacovigilance des vaccins qui listent plus de 800 effets secondaires possibles susceptibles d'affecter tous les systèmes du corps. Ça, ce sont des documents qui ont été fouilletés de l'Agence belge du médicament, qui sont connus de l'Agence européenne du médicament, qui sont sur notre site, sont des documents des firmes elles-mêmes. D'autres documents qui montrent que quand vous co-administrez le vaccin 601, Infanrix-Hexa et le vaccin Prévenard 13 lors d'une même consultation, eh bien, les fabricants reconnaissent que ça multiplie par 3 le risque d'effets secondaires neurologiques graves. Donc, les officiels le savent, mais ça continue, il n'y a aucune modification du calendrier vaccinal. Donc, on voit quand même qu'il y aurait matière, évidemment, à d'autres actions juridiques. Je pense que, comme Anne-Victoria le disait, c'est vraiment important que les parents se regroupent, qu'ils continuent d'agir et de croire au pouvoir de l'action, parce que c'est très important. Et moi, j'avais une question pour Anne-Victoria, qui repart un petit peu plus à l'échelon international, mais qui en même temps concerne les citoyens. Donc, on a vu dans les précédentes émissions que ces futurs vaccins vont faire de nos corps des OGM, en fait, puisque ce sont des vaccins qui impliquent vraiment des procédures d'apprenti sorcier avec des manipulations génétiques. Et donc, moi, la question que je voulais te poser, Anne-Victoria, c'est un peu de savoir, quand on voit les annonces officielles comme quoi la législation sur les OGM va être court-circuitée au niveau européen pour favoriser donc l'arrivée de ces vaccins, quand on voit des gens comme Madame Ursula von der Leyen, qui est médecin de formation et qui elle fait ses télétons sur les vaccins, elle dilapide des milliards et des milliards d'argent public des contribuables européens pour ces vaccins, alors que leur efficacité est très douteuse. Même des gens comme Bill Gates maintenant viennent à dire
je suis sceptique sur l'efficacité, donc on peut se poser la question du détournement de fonds. Quand on voit des agissements comme ça, de mise en danger de la vie d'autrui pour des personnes médecins qui sont censés savoir ce qu'elles font, qu'en est-il des actions pénales par rapport à ces personnes qui ont une responsabilité publique? Qu'en est-il de l'action pénale possible? Qu'en penses-tu? Parce qu'il y a un problème d'immunité, mais en même temps, voilà, comment peut-on faire? Alors, il y a des problèmes d'immunité, ça c'est clair, mais une fois qu'ils ont fini leur mandat, l'immunité n'est pas éternelle. Et puis, il y a des procédures pénales qu'on peut mettre en œuvre contre un certain nombre d'hommes politiques, de dirigeants de laboratoires pharmaceutiques. C'est vrai que ça prévoit, par exemple, le cas de Servier avec le Mediator. C'est toujours pas terminé. Donc, ça peut prendre extrêmement longtemps. Mais nous, par exemple, ici, sur ma commune, qui est la commune de Tarascon, ce n'est pas le vaccin, mais on est inondé de métaux lourds par une usine Seveso depuis des années. Eh bien, l'association adhère et d'autres associations ont déposé plainte contre le maire pour non-assistance à personne en danger, pour empoisonnement, et ont également déposé plainte contre la direction de l'usine. Et il n'est pas exclu qu'on ne dépose pas plainte contre l'État, notamment le préfet, qui était parfaitement au courant de cette problématique et qui, soi-disant, pour sauvegarder l'emploi, a laissé empoisonner un bassin de 90 000 personnes, dont 86% ont des problèmes pulmonaires et rénaux. Donc, il ne faut pas hésiter à voir si les immunités ou les prescriptions ne nous barrent pas cette voie. Mais le principe des plaintes, oui. Après, quand vous déposez plainte contre un homme ou une femme politique d'État, il n'est pas évident qu'elle aboutisse. Parce qu'ils ont des aides. Vous savez que tout le monde sait que ce qui se passe à l'heure actuelle à l'Europe, c'est le grand scandale, ce sont les lobbyistes. Et qu'on se fout complètement de la santé du citoyen européen, on se fout complètement de son bien-être et que toutes les décisions qui sont prises sont le fruit de lobby. Et c'est ça qu'il faut faire disparaître. Et c'est en ce sens que finalement, quelquefois, moi qui étais vraiment pro-européenne, je me dis, pourquoi pas quitter l'Europe ? Et est-ce que tu penses au niveau des actions de groupe, comment est-ce que tu envisages une collaboration, j'allais dire, possible d'avocats entre différents pays pour justement avoir plus de poids au niveau de la situation en Europe? Nous, ici en Belgique, on a notamment fait récemment une demande d'accès aux documents administratifs auprès de la Commission sur tous les documents qui ont présidé à ce grand marché public de vaccins. Est-ce que tu conseilles à d'autres associations dans d'autres pays de réclamer eux aussi ces documents administratifs de façon concertée? Qu'est-ce que tu conseilles? Oui, il faut absolument faire ça de façon concertée. Il faut que les tirs partent de tous les pays qui se sentent concernés, de nombreuses associations, et qu'une fois qu'on a les documents, on fasse des actions communes, qui soient des actions communes inter-pays européens. Et ça, c'est possible même sans class action, alors, donc au niveau procédural? Oui, absolument. Parce que la class action, c'est une procédure que l'on fait de manière groupée sans citer les personnes qui sont à l'intérieur. Quand on fait des actions qui ne sont pas des class action, je vais prendre un exemple, si on doit faire délivrer un acte d'assignation, eh bien dans l'acte d'assignation, si on est 300 personnes, il y aura 150 pages qui va lister les 100 personnes, leur état civil, etc., leur adresse, leur profession, etc. Tandis que quand on est dans une class action, c'est un peu comme si c'était une entité qui avait une existence par elle-même et on n'a pas à citer tous les noms dans le cadre de l'action qu'on va mener. Donc là, dans ce cas-là, eh bien, ce seraient les associations de tous ces pays différents qui saisiraient les juridictions européennes, par exemple. Alors, moi, je voudrais aborder encore une autre question, puisque de plus en plus de gouvernements nous rabâchent les oreilles en disant qu'il
il va y avoir une seconde vague. On dirait qu'ils ont des boules de cristal pour nous prédire l'avenir, alors que tous les infectiologues nous disent qu'on est vraiment tout au bout de la courbe en cloche de la pandémie. Admettons qu'ils aient raison, qu'il y ait une seconde vague. Alors, ça pourrait être une seconde vague fictive avec une manipulation des chiffres ou une seconde vague, je ne sais pas, qui serait provoquée par une irradiation des ondes électromagnétiques, par exemple, et qui mobiliserait la production de virus au niveau des corps humains. Enfin bref, il y a plein de scénarios possibles pour créer une seconde vague artificiellement, mais si on nous impose à nouveau un confinement, quelle est notre marge de manœuvre de nouveau si on se trouve dans ce scénario? Est-ce qu'on va devoir à nouveau accepter ou alors est-ce qu'il faudra se tourner vers une désobéissance civile non violente? Moi, je considère qu'il faudra se tourner vers une désobéissance civile non violente. Il va falloir mener énormément d'actions concertées, de débats et d'exigences en application de la Constitution. Je parle pour la France, application de l'article 2 de la Constitution, en disant que c'est le peuple souverain qui doit décider. Et notre Constitution, elle précise aussi qu'il doit décider même par référendum. Donc, et puis, je pense qu'il faut de plus en plus que les gens aient conscience qu'il y a d'autres types de médecine qui permettent de s'auto-guérir et que la naturopathie, je parle de la naturopathie parce que c'est une médecine préventive, d'éveil, qui est globale, qui est holistique, c'est-à-dire qu'on se préoccupe du corps, de l'esprit, de l'âme, d'un tout, et qu'elle est basée sur des principes de bon sens, d'hygiène de vie. Et tant qu'en France, on ne rappellera pas aux gens que s'ils sont diabétiques pour avoir mangé trop de sucre, s'ils sont trop gros pour manger n'importe quoi, manger trop vite et trop mal et pas faire d'exercice physique, s'ils ont des problèmes cardiovasculaires là aussi parce qu'ils ont des plaques d'athérome, parce qu'ils ont mangé des mauvais gras, eh bien, ils seront inévitablement malades, ils auront des dysfonctionnements parce que leur corps n'aura plus assez d'énergie pour lutter et surtout pour avoir un système immunitaire de haut niveau. Ça, c'est une méthode aussi qui est non violente, mais qui est efficace. C'est-à-dire, nous allons tous, et moi je fais partie, je suis présidente de la PHN, l'Association pour la promotion de l'hygiène vitale et de la naturopathie. Nous militons dans un collectif qui s'appelle le collectif Naturopathie, où nous avons un certain nombre d'associations, un certain nombre d'écoles qui font toutes partie d'un groupement qui s'appelle la FENA, et nous essayons par tous les moyens possibles de divulguer cette information. Parce que si au lieu de dire on va vous vacciner, on disait, l'État français, les services de la sécurité sociale français disaient, on vous prend en charge une consultation de naturopathie par an ou 2 par an, et comme ça, on va réduire les budgets affectés à la maladie, affectés aux hôpitaux, parce qu'il y aura de moins en moins. Eh bien là, on a une solution à cette problématique-là. Sauf que ce n'est pas ce que veut l'État. Et nous le savons, vous et moi, très bien. Mais nous pouvons transmettre cette information. Moi, je fais de la prévention en portant la bonne parole un peu partout. J'ai des amis qui sont médecins et qui sont, elles aussi, dans la même vision naturopathique et qui vont enseigner les principes d'hygiène de vie dans des groupes qui sont les lieux défavorisés, les milieux défavorisés des villes, comme à Avignon. Je pense qu'il faut aller dans les écoles et aller apprendre aux enfants comment, par une bonne hygiène de vie, on peut être en bonne santé. Et en plus, en jouant un peu sur la fibre émotionnelle et sentimentale, si vos parents mangent mieux, vous les garderez plus longtemps. Donc, vous pouvez leur transmettre l'information. Et vos frères et sœurs aussi, et vos oncles et tantes aussi. Donc, ce sont des choses toutes simples. Quand tu as un bébé, dès le départ, dès la naissance, on lui dit Coca-Cola, poison, ça, poison. Tu peux manger par contre une bonne fixège, une bonne date, parce que c'est sucré, c'est doux et c'est très bon pour la santé. Voilà comment on démarre. Et là, nous avons un vrai travail de culture à faire. Et moi, je voudrais rebondir sur ce que tu disais par rapport justement à tous ces moyens naturels dont tu parlais, et notamment à la liberté aussi thérapeutique, que ce soit avec des produits allopathiques ou non. On sait que la chloroquine, bon, on ne va pas refaire toute la saga de ce qui est arrivé avec ce produit.
mais qu'en France, des médecins avaient réussi à un moment donné, je pense que c'était en avril, à arracher ce droit, donc pour les médecins généralistes, à pouvoir prescrire la chloroquine. Le Conseil d'État leur a donné raison. Ici, en Belgique, la chloroquine a toujours été confisquée en milieu hospitalier. Récemment, dans notre groupe, 2 médecins ont écrit à la ministre de la Santé et au groupe de Cienzano pour justement demander que la chloroquine, le Plaquenil, puisse être mis à disposition des généralistes qui voudraient le prescrire. En cas de refus ou si cette mesure n'est pas appliquée, si les généralistes n'ont pas le droit de prescrire la chloroquine alors que le fait de la prescrire suffisamment tôt maximise les chances d'efficacité avec ce produit, qu'est-ce que tu penses au niveau des options juridiques si l'État fait la sourde oreille? Donc ça, c'est une première question. Et alors, je voulais aussi avoir ton avis sur tout ce qui est... l'artémisia, la plante, on sait qu'elle a une efficacité intéressante pour le coronavirus, elle est interdite en Belgique et en France. Toute une série d'articles aussi qui sortent maintenant sur le fait que la vitamine D, on sait très bien que les gens qui ont un taux de vitamine D beaucoup plus bas sont beaucoup plus à risque d'aboutir en soins intensifs après une infection. Quand on voit toutes des informations comme ça, est-ce qu'on ne peut pas déposer plainte une fois encore contre l'État pour ne pas fournir cette information au public et donc en lui faisant perdre des chances de bonne santé, de prévention? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça? Tout à fait d'accord sur le fait que l'État est en train pour moi, de créer un crime contre l'humanité. C'est très clair parce que quand on sait qu'est-ce qui va guérir des êtres qui sont dans un état de faiblesse physiologique, en les prenant tout de suite en charge et que ce n'est pas fait et que c'est interdit. Il y a plusieurs procédures qui sont en cours. Je ne sais pas si elles ont abouti toutes pour redonner la liberté aux médecins de prescrire. Notre problématique en France, c'est que nous avons le choix d'accepter ou pas un traitement, mais nous ne pouvons pas imposer à un médecin de nous appliquer le traitement que nous avons choisi. Alors, nous avons pour nous un article du Code de la santé publique qui est un article fondamental puisque c'est l'article L1111-4 qui dit que toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le Conseil d'État, pour nous, a décidé dernièrement que si le patient a le droit d'accepter ou pas un traitement, il n'a pas le droit d'imposer au médecin un traitement. Parallèlement, le médecin, c'est l'article 7 du Code de déontologie des médecins, 7 si je ne me trompe pas, a tout pouvoir pour soigner et choisir le traitement le plus adapté à son patient, qui lui va accepter ou pas. Mais on n'a pas le droit d'empêcher un médecin d'exercer son métier, son art et surtout son humanité, parce qu'avant, les médecins ont parlé de leur humanité. Donc, un État qui prend les dispositions qu'il a pris comme pour nous en France, en commençant par déclarer poison la chloroquine, etc., eh bien, c'est un État qui, à un moment donné, selon moi, devra se retrouver sur le banc des accusés comme étant l'auteur de crimes contre l'humanité. Et moi, je voudrais rebondir sur ce que tu disais par rapport à un point très important pour nos téléspectateurs, parce qu'il y a quand même une série de patients à qui on a donné des traitements alors qu'ils étaient dans un état très grave en soins intensifs, sans pouvoir s'opposer à ce qu'on leur donnait, sans même être forcément informés du nom du produit. Et là, je voudrais quand même donner brièvement juste 2 noms de médicaments pour nos téléspectateurs. Le Remdesivir de la firme Gilead, qui est très rentable pour la firme, mais l'efficacité médiocre. Là, il y a des captures d'écran qui sont issues du site de l'OMS qui montrent que c'est un produit inefficace en pratique clinique, mais c'est un produit qui coûte 1300 €, je pense, par cure. Évidemment, avec force conflit d'intérêts et lobbying des leaders d'opinion.
Mais il y a aussi un autre produit d'immunothérapie qui s'appelle le tocilizumab et qui a été administré dans les hôpitaux en France, en Belgique, à des patients en état grave. Le nom du médicament, c'est le Roactemra de la firme Roche, qui était la même qui avait déjà dupé son monde avec le Tamiflu lors du H1N1. Et sur le site de l'Agence française du médicament, il est indiqué, on a toutes les références à vous fournir, si vous êtes concerné, vous ou votre famille, il est indiqué que les effets secondaires fréquents de ce produit et connus sont entre autres de pouvoir causer des infections respiratoires, de pouvoir causer des septicémies, des pneumonies et donc d'être complètement contre-productif dans les cas d'infections récurrentes. Et donc, moi, la question que je pose, c'est qu'en est-il des patients qui sont dans un état grave ou qui sont décédés en ayant reçu ce produit et dont on aura dit à la famille bah, c'est la faute, t'as pas de chance ou c'est la mort du Covid, alors que ça peut être la faute de ce médicament. Donc, qu'est-ce que tu conseilles à ces personnes qui, en se renseignant, voient que le produit a été donné? Plusieurs choses, parce que je connais le sujet. D'abord, il faut toujours, quand on rentre dans un hôpital, déclarer une personne de confiance. Ça peut être notre conjoint, notre père, notre mère, notre frère, notre soeur, qui on veut. La personne de confiance, c'est elle, si on tombe dans le coma, si on n'a plus la capacité de prendre nous-mêmes des décisions, qui va prendre la décision pour nous. Et si c'est une personne de confiance, elle va prendre les bonnes décisions, celles que nous aurions prises normalement, je l'espère. Et cette personne de confiance va pouvoir, elle, recevoir les informations éclairées et loyales sur tous les effets secondaires du traitement que l'on propose. Normalement, dans les hôpitaux, les médecins téléphonent font leur boulot. Souvent, ils font leur travail. Mais toujours est-il que cette personne de confiance, c'est très important de la nommer quand on sent qu'on va être hospitalisé et qu'on a un vrai problème et qu'on va avoir un vrai problème lié au traitement qu'on fait subir à l'heure actuelle aux personnes atteintes de la même maladie. Ensuite, on a droit à notre dossier médical. Le dossier médical peut être demandé par la personne de confiance, par le malade lui-même et s'il décède, par ses héritiers. Et en particulier, si les héritiers estiment qu'il y a une responsabilité de l'hôpital. Il se peut que l'hôpital réchigne à le faire ou dise « Ah mais non, moi je vais l'envoyer qu'à votre médecin traitant. » Il n'a pas le droit. Il doit vous l'envoyer à vous-même. Il peut vous envoyer un dossier tronqué aussi, où il n'y aura pas tous les éléments, où il n'y aura pas toutes les analyses, où il n'y aura pas la liste de tous les médicaments qu'on vous a administrés. À ce moment-là, il n'y a pas d'autre procédure alternative que de faire une procédure. Alors, il y a des procédures. Si c'est un hôpital public, on va faire une procédure en référé devant le tribunal administratif. Si c'est un hôpital privé, on va aller devant le tribunal judiciaire, qui s'appelait autrefois, enfin l'année dernière, le tribunal de grande instance, pour obtenir la communication des documents sous astreinte. Une fois qu'on a le dossier, on va devoir le faire analyser par quelqu'un de compétent en qui on a confiance, un médecin, un expert en médecine. Et si cette personne-là nous dit oui, il me semble que là, il y a vraiment des erreurs qui ont été faites, là, on peut procéder en référé expertise, soit à nouveau devant le tribunal administratif, soit devant le tribunal judiciaire, selon qu'on est dans un service public ou d'un service privé, pour faire rechercher quelles sont les erreurs qui ont été commises par le service de santé. Et une fois qu'on a une expertise qui a été rendue, eh bien, on va avoir dans cette expertise les éléments qui vont soit nous permettre de faire une procédure ou alors nous dissuader de faire la procédure. Si les personnes qui font ce genre de procédure ont une protection juridique, il faut toujours le vérifier. Une partie des honoraires de l'avocat sera prise, probablement pas la totalité, parce que la plupart des protections juridiques ont des barèmes qui sont très bas et très éloignés de la réalité des honoraires, tout simplement parce que ce sont des procédures qui sont souvent longues, qui prennent beaucoup de temps et qui, si elles sont facturées au tarif horaire, peuvent arriver à des sommes qui peuvent être élevées. Mais il y a une possibilité juridique et judiciaire dans un cas pareil. Très bien. Alors, Tal voulait poser une question et je
vois que Tal a réagi depuis tout à l'heure lorsque tu parlais de naturopathie et de prévention, de véritable prévention, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de très choquant dans le fait que toutes les médecines parallèles ont été mises de côté. Alors Tal, je te donne la parole. Pour moi qui suis médecin holistique depuis plus de 50 ans, ce que je trouve d'hallucinant à notre époque, c'est qu'on a oublié quelque chose de fondamental. Depuis des millénaires, la médecine, c'est un patient et un thérapeute qui font les choses ensemble. C'est individualisé. Mais depuis 200 ans avec les vaccins, c'est tous pareil. Et ça ne tient pas la route parce que nous avons chacun un système immunitaire différent de notre voisin. Si moi, comme médecin, je donne de l'aspirine à tous mes patients parce qu'on est trois comme mal à la tête, on va me dire, docteur Chaillet, vous êtes fou. Ben, les vaccins, c'est de la folie pure. Ça n'a aucune base scientifique. Mais on a pris cette espèce d'habitude parce que tout simplement, il y avait beaucoup d'argent à gagner pour les fabricants de vaccins qui, depuis 30 ans, soit dit en passant, sont exemptés de tout contrôle. Je ne sais pas si vous savez ça. Il y a un film qui vient de montrer ça, qui est extraordinaire, qui est fait par Andy Wakefield. Il s'appelle 1986. Ça vient de sortir il y a 2 jours. Vous trouvez ça sur Internet. 1986, c'est un film passionnant parce que Andy Wakefield, il a pris la peine, document par document, de montrer toute l'histoire des vaccinations. Et on s'aperçoit que c'est une gigantesque escroquerie. Il n'y a pas d'autre mot. C'est qu'on a fait croire à des gens qu'on allait les aider alors qu'on les a empoisonnés. Et aujourd'hui, on a tous les arguments pour montrer ça. Il y a 230 substances chimiques dans un seul vaccin. Il y a des doses d'aluminium qui sont incompatibles avec la santé. Donc, on est dans un monde de folie pure qui a détruit la base même de ce que devrait être la médecine. Et une des choses que la médecine devrait faire, c'est d'informer les gens que leur mode de vie a une importance dans ce qui leur arrive. Mais croire que la maladie vient de l'extérieur et que c'est un vaccin qui va nous protéger, tout ça, c'est incroyable. C'est une espèce d'énorme illusion collective, mais qui est soigneusement entretenue par les médias, payés par les mondialistes. Alors moi, ce que je crois, c'est qu'on est à un temps de réveil obligatoire. Parce que si on ne se réveille pas, on va vers une humanité d'esclaves. C'est ce qui va se passer. Mais si on se réveille, on a l'été pour faire ça. Ce qu'on doit faire, c'est parler autour de nous au plus de gens possible pour leur poser de bonnes questions et leur montrer que ce qu'on leur raconte dans les médias, qui est complètement manipulé avec des chiffres complètement faux, ne tient pas la route 5 minutes. Demandez aux gens, vous mettez votre masque, qui vous prouve que ça sert à quelque chose? Et là, les gens, ils sont coincés. Donc, on est obligé, pour moi, je pense que le côté positif de ce qui nous arrive, c'est que c'est le temps du réveil. Et c'est vrai que le réveil, c'est de prendre conscience que les médecines naturelles, la naturopathie, tout ça, ça a toujours existé et ça fonctionne bien. Croire que Big Pharma est la seule solution avec ses vaccins et ses médicaments chimiques, ça, c'est un espèce d'énorme bulle. Et il s'agit de percer ce ballon pour qu'il explose et qu'on reprenne le bon sens qu'on a perdu. Merci, Tal. Alors, je sais que… Ah oui, pardon, vas-y, Anne-Victoria. Oui, le problème, et là, c'est ma casquette de naturopathe que j'utilise, c'est qu'il y a énormément de médecins qui croient dans la vaccination et qui disent mais la poliomyélite a été éradiquée grâce à la vaccination. Il n'y a plus de rougeole grâce à la vaccination. Regardez, elle a réapparu là parce qu'il y a de moins en moins de gens qui sont vaccinés contre la rougeole. Ben, il faut les informer. C'est ça le problème, c'est que l'information, la plupart des médecins n'ont pas l'information. Ils ne connaissent que le point de vue vaccinal, mais tous les livres, les centaines de livres, les milliers d'études. Moi, j'ai pris toutes des études de l'OMS elle-même qui montrent que les vaccins, ça ne marche pas. Je ne les ai pas inventées, ces études. J'ai mis ça dans mes livres. Les chiffres sont là. Les vaccins n'ont jamais donné les résultats escomptés. Ça, c'est un mythe que grâce aux vaccinations, les épidémies, tout ça, ce sont des mythes. Mais c'est des mythes qui ne résistent pas à un examen tranquille, factuel, où on regarde les faits. Et quand on regarde les faits, alors moi, mon rôle, c'est de dire aux gens, ne me croyez pas, mais on vous dit ça, ok, étudiez ceux qui disent le contraire. Quand vous aurez vu les 2 points de vue, vous choisirez ce qui vous semble plus juste. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, une des choses qu'on doit dire aux parents, c'est aller voir le film Vacced. Parce que ce sont des films, il y en a 2, il y a Vacced 1 et Vacced 2, et c'est sur Internet, et c'est bouleversant. Parce que quand vous voyez tous ces parents qui vous disent le drame qu'ils ont eu après des vaccinations, ça, le cœur s'ouvre. Vous ne pouvez pas rester avec l'idée de ce qu'on vous raconte dans les médias, parce que vous avez affaire à des gens vrais qui vous parlent des drames qu'ils ont eu à cause des vaccins. Parce que vous savez, les vaccins et Big Pharma, les chiffres sont hallucinants. C'est notre ami aux États-Unis, de Kennedy, il dit les vaccins et l'abus de médicaments chimiques ont tué 1 million d'Américains, et encore c'est un chiffre bas, par année depuis 50 ans. Eh bien, ça fait 50 millions d'Américains qui sont morts de Big Pharma.
Ben, si ça, ce n'est pas un génocide, je ne sais pas ce que c'est. Mais on ne s'est pas rendu compte que la médecine moderne tue beaucoup, beaucoup plus que les maladies. Et encore aujourd'hui, quand on nous a sorti que cette grippe du coronavirus était une pandémie, le mot est ridicule. Ce n'est pas une pandémie du tout. Une pandémie, ça serait une maladie très importante. Or, c'était une grippe comme celle des autres années. Donc, le mot pandémie était déjà un mot faux que l'OMS a trafiqué. Alors, il faut que les gens se réveillent, qu'ils écoutent d'autres sons de cloche pour qu'ils prennent conscience qu'on leur ment depuis longtemps en leur faisant croire des choses qui n'ont qu'un but, c'est de leur piquer un maximum d'argent. C'est ça le drame de Big Pharma. Moi, j'avais aussi envie de poser deux questions à Anne-Victoria. Là encore, une question qui est plus au plan national, une autre au niveau international, mais on a parlé des plantes de l'artémisia. Donc là, je voulais savoir qu'est-ce que tu penses qu'il serait possible, par exemple en Belgique ou en France, pour contrer cette interdiction alors que dans d'autres pays, l'artémisia est autorisée. Et alors la deuxième question, c'est plus sur le volet, qu'est-ce que tu penses d'une plainte au tribunal pénal international vis-à-vis d'instances comme l'OMS, etc., les agissements non éthiques de Bill Gates? On sait qu'il y a eu une pétition qui est sur le site de la Maison-Blanche signée par plus de 500 000 personnes pour crimes contre l'humanité à propos des agissements de la fondation Gates. Donc, qu'est-ce que tu vois un peu par rapport à ces aspects? Moi, je vois des liens entre la situation des plus pauvres, puisqu'on sait bien qu'en Afrique, l'artémisia aurait pu éviter des centaines de milliers de décès liés au paludisme, et ce qui se passe maintenant dans nos pays avec le coronavirus. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Alors, déjà, en ce qui concerne la vente de l'artémisia en France et en Belgique interdite, si l'artémisia fait partie, je ne l'ai pas vérifié, de la pharmacopée européenne, c'est ça surtout qu'il faut regarder, et si elle est autorisée dans d'autres pays européens, ce qui est le cas puisqu'il me semble qu'elle est autorisée en Allemagne, non? Oui, je crois. On peut tout à fait commander dans ces pays-là pour l'utiliser sur le sol français. Ce qui n'est pas possible éventuellement, enfin c'est pas possible, c'est pas que ce n'est pas possible. Tous les produits qui sont autorisés sur le sol des pays européens doivent pouvoir être vendus dans les pays européens autres, parce que à partir du moment où il y a eu une autorisation de mise sur le marché pour ce produit-là, qui soit qualifié de médicament ou de complément alimentaire, ça dépend si il a une allégation de santé ou pas, eh bien, il va pouvoir être vendu dans les pays européens, dans les autres pays européens qui ont juste un droit de contrôler que les risques qui sont liés à la consommation de ce médicament ou de ce complément alimentaire ou de cette plante ne sont pas supérieurs aux bienfaits et ils vont devoir le prouver. Je prends l'exemple du desmodium. Le desmodium était autorisé en Belgique et pas en France, parce que notre problème en France, c'est que on a 148 plantes libérées. Ensuite, il y a les plantes de la pharmacopée avec simplement une autorisation d'être vendues dans les pharmacies. Et puis, il y a des plantes qui n'existent ni dans la pharmacopée, ni dans les plantes libérées. Et ces plantes-là, c'est la même chose pour le kawa. On ne peut pas les vendre sur le sol français. Sauf que si elles arrivent par un pays étranger européen qui, lui, l'autorise, on peut les vendre sur le sol français si l'État français, et notamment la NSM, ne prouve pas qu'il y a des risques trop importants à les consommer par rapport à l'avantage que l'on en retire. Bon, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, Chloé attend depuis un petit temps pour poser encore une autre question dans un autre domaine, mais qui est quand même connexe à tout ce que nous vivons actuellement. Alors, Chloé, tu as la parole. Merci Jean-Jacques. Je voulais rebondir sur ce que disait Tal avant par rapport à la théorie, au modèle du germe, la théorie du germe de Pasteur. On en parle à chaque fois, mais pour moi, c'est tellement important de comprendre ce que c'est qu'une bactérie, ce que c'est qu'un virus, que ce ne sont pas les causes des maladies ou des états de mal-être ou de mauvaise santé, mais juste les conséquences. Les bactéries, je vous rappelle, enfin je ne suis pas médecin, mais j'ai pas mal étudié la question, sont ce qui permet d'avoir un système immunitaire en bonne santé. Notamment quand on se lave les mains toute la journée avec du gel hydroalcoolique, on enlève toutes les couches de bactéries qui nous protègent. Le masque qui nous empêche de respirer, plus ça, la deuxième vague, elle est assurée pour l'automne. À mon avis, c'est ça qui va créer la deuxième vague. Donc, pour revenir à tout ça, Claude Bernard, Antoine Béchamp et Pasteur, sur son lit de mort, dit-on, nous ont bien dit que le microbe était rien et que le terrain était tout. Moi, j'aimerais qu'on remette vraiment en cause cette théorie
théorie qui nous fait marcher complètement à l'envers. Et notamment, on a le docteur Thomas Cowan, dont j'avais parlé au tout début de toute cette psychose collective, qui expliquait que si vous avez un banc de dauphins qui tombe subitement malade en masse, qu'est-ce que vous allez penser? Quelle sera la question que vous allez poser pour comprendre d'où vient ce problème épidémique? Chez nous, on appelle ça une épidémie. Là, je pense que quelle est la question? Est-ce qu'on va se poser la question de quel est le génome des dauphins ou bien quel virus ils auraient pu contracter? Ou alors est-ce qu'on va se poser la question de est-ce qu'il y a eu une pollution dans l'eau, tout simplement, qui a fait que tous les dauphins sont tombés raides? Alors nous, on a eu plusieurs pollutions déjà électromagnétiques, et j'en viens à ma question justement à la fin de ce petit exposé sur les ondes. Par exemple, en 2002, on a eu le SRAS, et qu'est-ce qu'il y a eu en même temps en 2002? On a eu la 3G. Et puis en 2014, on a eu Ebola, enfin disons l'Afrique a eu Ebola, et puis en même temps que la 4G. En 2009, c'était l'explosion des smartphones, on a eu la grippe H1N1. Jean-Jacques, tu t'en rappelles puisque tu as beaucoup lutté sur ce sujet. En 1918, la grippe espagnole, c'était les ondes radio. En 1968, c'était le développement des satellites pendant, je ne sais plus exactement quelle maladie il y avait à ce moment-là, mais disons que les modifications de champ électromagnétique créent un désordre, créent un rééquilibrage à faire, et puis à ce moment-là, le corps se nettoie et a des virus et tombe malade pour se nettoyer, non pas pour nous tuer. Enfin, je rappelle qu'une maladie, ça sert à se nettoyer. Et j'en viens donc à ma question sur la 5G. Alors, je sais que tous les médias mainstream nous disent que c'est complètement aberrant et complotiste de penser que la 5G a un rapport avec notre état de santé. Mais moi, j'aimerais savoir ce que Anne-Victoria pense du déploiement justement de la 5G en corrélation avec les vagues à Wuhan ou à d'autres endroits comme en Italie, à Bergame, notamment justement à cause de ce fort déploiement de la 5G en simultanéité avec les crises de coronavirus. Alors, pour la 5G, l'atteinte aux cellules est évidente puisque ce sont des ondes millimétriques pulsées et qu'on sait que ces ondes millimétriques pulsées vont ouvrir le canal calcique voltage dépendant des cellules et ça va avoir pour effet de faire tomber totalement le système immunitaire. Les effets donc, de la 5G sont indéniables. Ça a été prouvé par des observations qui ont été faites et celui qui en parle beaucoup, c'est le professeur émérite Martin Pall. Et ce qu'il a écrit est très documenté et très clair, c'est très digne d'intérêt et de sérieux. Et lui-même a fait une enquête à partir du moment où il y a eu le développement du corona. Et pour lui, il est évident que le corona, sur les zones où la 5G a été déjà déployée, eh bien, s'est propagé de manière beaucoup plus rapide. Et tout simplement parce que les gens avaient un système immunitaire extrêmement affaibli, ce qui était le cas de Wuhan, le cas de l'Italie du Nord. Et on a observé dans les zones où la 5G a été déployée, des effets, même sur les animaux, même sur le végétal, si bien que moi je dis, et c'est ce que j'ai écrit dans mon document sur la 5G, il faut absolument que l'on utilise notre boîte à outils juridique parce qu'il y a une atteinte à la santé et il y a même une atteinte aux animaux. On a vu des troupeaux de vaches devenir complètement dingues, faire comme certains moutons se jeter dans le vide. On a vu des gens, il y a cette fameuse compagnie d'ambulance anglaise qui a décidé d'utiliser la 5G et il y a eu des masses de suicides dans son entreprise. Enfin, il y a eu des effets qu'on a observés et qui sont du factuel. Donc cette 5G, outre le fait, et nous le savons, et il faut qu'on en informe un maximum de gens, effectivement, ça va être une façon de nous surveiller, de nous fliquer en permanence, eh bien, c'est une atteinte dramatique à notre santé. J'en parle beaucoup avec des médecins autour de moi qui sont plus scientifiques que moi, parce que bien évidemment, je ne suis pas une scientifique, même si j'ai une solide formation en naturopathie. Eh bien, ils sont tous, mais absolument tous, convaincus de l'effet dramatique de la 5G sur notre santé. Le problème, c'est que le Conseil d'État a déjà été saisi
Et le Conseil d'État a indiqué que tant que la 5G n'était pas déployée, on ne pouvait même pas appliquer l'article L111 du Code de l'environnement, qui est l'article sur le principe de précaution, parce qu'on ne le savait pas, ce qui est absolument insensé, puisque le principe de précaution, c'est de dire, tant qu'on ne sait pas, on ne fait pas. Donc là, pour cette 5G, malheureusement, il y a une action générale contre les décisions de l'État qui est mise en œuvre par MySmart Cabinet. Et donc, n'oublions rien. Mais il va y avoir toutes les actions locales qu'il va falloir mettre en œuvre avec les actions en troubles de voisinage, qui seront des actions soit par des associations qui ont un intérêt à agir, soit par des locaux, des voisins qui vont se regrouper tous ensemble. Ensuite, il va y avoir des actions, décisions qui ont autorisé les poses d'antennes. Le problème, c'est que pendant la période du confinement, les antennes ont été posées sans autorisation puisque l'État a autorisé des installations d'antennes sans autorisation. Donc là, il va falloir faire des procédures contre l'État, mais ce sera le tribunal administratif à nouveau qui sera compétent. Mais il faut mener toutes ces procédures, mais il faut y aller ensemble. Pourquoi? Parce qu'un individu X qui fait une procédure tout seul contre une antenne, eh bien, c'est cher, ça va lui demander énormément d'énergie, il va sûrement abandonner. Et ensuite, on va dire, oui, mais il n'y en a qu'un seul qui prétend qu'il a des effets secondaires. Donc, si on y va tous ensemble, et par le biais d'associations, ça sera beaucoup plus efficace. Mais malheureusement, on ne va pas pouvoir éviter, parallèlement à la procédure de MySmart Cabinet contre les autorisations de 5G nationales, on ne va pas pouvoir éviter les actions locales. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais parce que, à mon sens, au niveau des effets de la 5G qui ont déjà été constatés, notamment en Suisse et dénoncés par des députés médecins, on est bien au-delà du principe de précaution, je pense. Il y a déjà des troubles qui ont été constatés. Et alors, j'ai lu récemment, enfin, on vous mettra les liens, mais qu'au Kazakhstan, il y a un article qui faisait état de plusieurs centaines de morts. Je pense que c'est lié à une infection. Et justement, le Kazakhstan est un pays assez avancé dans le développement de la 5G. Donc là aussi, ça posait un peu le lien que tu faisais. Et donc, je reviens avec la question que je t'avais posée tantôt sur l'opportunité de plainte plus au tribunal pénal international, parce qu'au niveau des différents États, on a tendance à tirer le parapluie européen, de dire, bah, écoutez, on ne va pas s'opposer à la 5G parce que de toute façon, ce serait imposé au niveau européen. Donc, est-ce qu'il ne faut pas même au niveau mondial une action au tribunal pénal international, même si ça prend du temps, puisque à l'instar de ce qui se fait avec la vaccination et Bill Gates, on a des milliardaires comme Elon Musk qui s'approprient comme ça l'espace en envoyant leurs dizaines de milliers de satellites. Donc, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est tout à fait possible de mettre ce type de procédure en œuvre, bien évidemment. Et d'autant plus que l'envoi de ces milliers de satellites dans notre espace, parce que c'est un espace communautaire, c'est une atteinte à notre propriété à tous. On n'a pas le droit de s'accaparer la propriété de l'espace, de l'atmosphère, de la stratosphère, etc. C'est vraiment une atteinte à notre propriété d'humain. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée, selon toi, de faire ici, maintenant, un appel à un maximum d'autres juristes, à un maximum d'avocats, à nous rejoindre, à nous contacter, à s'emparer du sujet ? Si, tout à fait. C'est d'ailleurs grâce à ces appels qu'on est un certain nombre à intervenir. On n'est pas encore assez liés entre nous. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Mais quand par exemple, je fais référence au Conseil national de la nouvelle résistance, qui est né de ce qu'avait été le Conseil national de la résistance en 1942. Pourquoi est-ce qu'il est né, ce Conseil national, en 1942 ? C'est parce que les Allemands ont imposé le travail obligatoire, le STO. Et là, tout à coup, tous les groupes de résistants qui étaient parsemés, qui n'étaient pas liés et qui ne se concertaient pas, ont décidé de tous se lier ensemble pour créer la fameuse résistance nationale qui a permis de gagner la guerre. Eh bien là, tu as tout à fait raison. Il faut qu'on se lie tous pour mettre ensemble ces procédures et que tous les avocats se mettent ensemble. Et du reste, nous prêtons un serment aussi quand nous devenons avocats, les médecins, le serment d'Hippocrate, mais nous avons notre propre serment qui est de mettre au service
du citoyen, de l'homme, de la femme, de l'enfant, etc., nos compétences et nos capacités pour les sauvegarder. Et je considère que chaque avocat doit toujours donner une partie de son temps, qui n'est pas très importante, une partie de son temps à la sauvegarde du citoyen et à la sauvegarde de l'humanité. C'est ce que j'ai toujours fait. C'est pour ça que je me suis toujours battue pour des causes qui me paraissaient des causes éthiques extrêmement importantes, parce qu'en faisant ça, on se sauvegarde nous-mêmes. Et c'est vraiment important. C'est pour ça que tu as raison. Je fais appel à tous mes confrères, toutes mes consoeurs, tous mes confrères de nous contacter pour que, enfin, eh bien, nous réunissions tous et que nous apportions tous nos compétences pour la défense de droits fondamentaux suprêmes que sont ceux-là. C'est une superbe conclusion pour cette partie des questions-réponses. Vraiment, merci beaucoup Anne-Victoria, et je vais encore te mettre à contribution pendant quelques instants, puisque c'est une tradition maintenant dans notre émission L'Info en question, c'est qu'on fait un dernier tour de table et chacun va prendre la parole à son tour pour soit partager des éléments d'agenda, donc des choses qui s'en viennent dans les prochains jours et qui devraient être connues d'une partie de notre audience. Et d'autre part, on a toujours l'habitude de poser la question, mais quel serait le conseil positif, ou quelle serait la recommandation positive que nous ferions chacun et chacune à ceux qui nous écoutent. Alors, je ne sais pas qui a envie de commencer à répondre donc à cette question. Voilà, c'est Alors, celle. Bon, ben, je veux bien, puisque j'étais l'invitée. Je suis avocate, je suis naturopathe, mais je suis aussi quelqu'un d'éminemment spirituel. J'ai beaucoup de foi l'univers et dans le divin. Et je crois qu'il ne faut vraiment pas baisser les bras. On a sur notre terre un travail à faire qui est certain, et il faut qu'on le fasse tous ensemble, les mains liées, dans la bienveillance, dans le partage. Mais je crois aussi qu'il faut qu'on n'oublie jamais de se connecter à l'univers, de se connecter à notre mère Gaïa, d'avoir notre âme et notre cœur connectés ensemble, et d'être tous les jours, de ne pas oublier de se mettre dans la lumière et de se connecter à l'univers. Et vous verrez tous combien ça nous permet d'avancer et d'être dans le bonheur profond et d'avoir de l'espoir et de savoir que les forces noires ne gagneront. Superbe. Merci beaucoup Anne-Victoria. Alors, qui veut prendre la suite pour cette finale de l'émission? Moi, je veux bien. Je vais tout à fait dans la même ligne. Je crois que ce qui est en train de se passer de magique et de merveilleux, c'est que les êtres humains sont comme obligés de s'éveiller à qui ils sont vraiment. Parce que si on est dans le matérialisme et qu'on croit que la mort, alors là, on a peur et on veut des vaccins. Bon, si on comprend qu'on est des êtres de lumière incarnés dans un corps de matière, on respire et la clé pour moi, c'est que chacun apprenne à se laisser guider par lui et plus par les autres. Parce que obéir à autrui, ça n'a jamais donné de la joie et du bonheur. Mais obéir à soi-même, quand on est relié à son corps de lumière, ça c'est notre futur, et je suis sûr qu'on va y arriver avec ça. Une naissance d'une humanité consciente. Superbe. Merci Tal. Alors, qui prend la parole, qui prend la suite? Moi, j'ai adoré l'intervention de Anne-Victoria. Je trouve que c'était très, très pratique. Effectivement, ça donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme pour tous ceux qui sont sur le terrain et qui doivent effectivement s'allier de plus en plus. Donc, moi, je réitère vraiment et je double l'appel d'Anne-Victoria par rapport aux juristes, aux avocats, aux médecins, aux scientifiques, aux professionnels de santé. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous contacter parce qu'il y a un malaise parmi vous, parce que vous avez envie d'avoir une vraie liberté de soigner, un vrai respect pour l'autonomie de vos patients. Donc, continuez. Voilà, continuez à œuvrer, contactez-nous, organisez-vous en groupe de thérapeutes et croyons vraiment en un futur meilleur puisqu'on peut le construire nous-mêmes. Merci Sophie. Chloé? Alors moi, il y a plusieurs choses. Il y a des événements, et puis il y a ce que je fais en ce moment, et puis il y a un appel. Alors, la première chose, donc, c'est mardi prochain, il y a une conférence de presse sur le référendum qu'on a lancé il y a 2 semaines
Pour dire non à l'application suisse Covid, qu'on continue à faire signer, que je vous mettrai en lien, comme ça on peut l'imprimer, vous pouvez l'imprimer et le faire signer vous, en conférence de presse, qui sera précédée normalement d'une réunion publique et puis ensuite d'un verre tous ensemble. Donc ça, je vous donnerai des détails quand je les aurai. Ensuite, 25 juillet, donc samedi 25 juillet, on a une manif à Genève qui part à 13h de la Poste du Mont-Blanc qui dénonce le service de protection des mineurs. Je rappelle qu'on a une de nos contacts qui est grand-mère et qui a son petit-fils qui est enfermé dans un foyer sans raison et qu'on aimerait bien le libérer. Il y a beaucoup de cas dans ce similaire. Le 31 juillet, il y a un vernissage, toujours à Genève, aux Phénoménaux de Jean-Dominique Michel pour son dernier livre. Donc, ce sera à partir de 19h. Ensuite, il y a, ça, c'est des tracts que je mettrai peut-être pour le masque, pour expliquer donc, que ça diminue l'oxygène, etc. Tous les défauts du masque, avec un petit texte derrière. Ça, on le donne dans les bus en ce moment, mais il ne faut pas le dire. Donc ça, c'est loupé, je pense. Et oui, et je fais un appel à un avocat dans le canton de Vaud, parce que figurez-vous qu'on a un avocat qui dénonce ces masques obligatoires dans les commerces, dans le canton du Jura. Donc c'est les fameux 2 cantons, vous savez, qui obligent le masque avec des ordonnances complètement illégitimes. On a un avocat qui s'occupe du canton du Jura, on aimerait un avocat qui s'occupe du canton de Vaud pour récuser cette obligation de porter des masques dans les commerces. Donc ça, c'est un appel que je lance. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Donc moi, ce que je fais, c'est comme d'habitude, je réponds aux messages, je rencontre les personnes, je parle aux gens qui ont des masques en leur demandant s'ils ne sont pas trop chauds, s'ils ne s'intoxicent pas trop, si ce n'est pas leur employeur qui les oblige à porter des masques. Et souvent, on me dit... la dernière fois, on m'a dit, désolé, je ne suis pas trop longue, mais c'est juste une anecdote. J'étais dans un magasin de chaussures et je demande au monsieur, donc, vous avez un masque, ça va, c'est pas trop, c'est votre employeur qui vous oblige à le porter ou c'est un choix personnel? Il me dit, c'est mon employeur, mais c'est aussi un choix parce que quand même, c'est grave. Je dis, mais vous savez que les virus, ça passe à travers les trous. Hein, Et puis, il a commencé à m'écouter, il dit, ah bon? Et puis, à la fin, il avait le masque en bas. Et puis, il n'avait plus du tout envie de porter le masque. Donc, moi, je fais un petit propagande comme ça et ça marche assez bien. Donc, je continue et je vous dis, faites avec le sourire, grand sourire pour donner envie aux gens aussi, parce qu'avec les masques, on ne voit plus rien. Ouais. Et moi, je continue comme ça. Super. Bien, merci Chloé. Et je conclurai donc cette émission en recommandant aussi de se connecter effectivement à ce qui nous fait du bien. Et une façon de se reconnecter à ce qui nous fait du bien, c'est parfois de se déconnecter des médias, surtout les médias mainstream. Je crois que faire un jeûne médiatique, surtout un jeûne médiatique des mainstream, peut faire énormément de différence dans notre, je dirais, dans notre humeur, dans notre joie de vivre, dans notre immunité aussi. Et peut-être... repensez, soyez plus créatifs et demandez-vous qu'est-ce qui vous fait du bien. Personnellement, je me suis réinscrit dans mon club de tennis alors que je n'y allais plus parce que je travaillais 7 jours sur 7 à cette question du Covid-19 et puis je me suis rendu compte que c'est un combat qui va durer certainement encore plusieurs mois parce qu'ils ne vont pas lâcher de sitôt. Et je me suis dit, si je veux tenir dans la durée, il faut que je fasse des choses qui me font du bien. Ce qui fait que j'ai repris ma cotisation au club de tennis et je me suis remis à jouer du piano. Voilà. Et donc, chacun, je pense, ce serait important que vous trouviez des choses qui vous font du bien pour pouvoir traverser toutes ces choses qu'on va nous faire traverser encore probablement dans les prochains mois. Voilà, c'était ma petite suggestion pour cette semaine. Et donc, j'ai une autre suggestion, c'est mettez donc un masque. C'est Louis de Funès. Parce que rire, Louis de Funès, c'était quand même un grand comique français. Et mettre son masque et rire et s'amuser, c'est fondamental. Moi, je crois que le rire et le sourire vont nous sauver la vie. Parce que le sourire et le rire, c'est comme ça que ça fait exploser les masques. Alors, je vais te faire une confidence, Tal. J'ai été recherché dans ma DVTech toute la collection des films de Louis de Funès et je suis en train de me les repasser tous les uns après les autres et je me marre le soir quand j'en ai marre de travailler sur le Covid-19. Eh bien, je me paye un Louis de Funès et c'est très bien comme ça. Donc, en tout cas, au nom de toute l'équipe, je tiens à remercier Anne-Victoria Farge-Palais de sa disponibilité, de son engagement et je dirais que ça me fait tellement plaisir de voir que des êtres
prennent leur vie en main, prennent leur mission tellement au sérieux et mobilisent autour d'eux toute une série d'autres personnes. Et ce que j'ai entendu, moi, ce que je retiens ce soir de cette émission, c'est l'importance de se fédérer, l'importance de ne pas se battre seul, mais vraiment de s'unir de plus en plus. Et d'ailleurs, en tant qu'ancien Belge, je me souviens toujours que je dirais la devise nationale de la Belgique, c'est l'union fait la force. Donc, merci beaucoup Anne-Victoria, merci Tal, merci Sophie, merci Chloé. Et on vous donne rendez-vous jeudi prochain. À très, très bientôt. Au revoir.